Le zouave de l'Alma, au début du siècle, c'est les Kabyles, en 1870, la guerre de Crimée, les armées françaises et les armées anglaises, en face de l'armée russe, c'est les Kabyles, venus de Kabylie, qui ont contourné les armées russes de nuit. Ils ont escaladé parce que les Kabyles sont à face de montagne et ils ont pris à revers l'armée russe, ils ont détourné les canons et c'est comme ça que la bataille de l'Alma a été gagnée. Et pour leur rendre hommage, le zouave de l'Alma a été construit. Vous êtes ici dans le musée de l'histoire de Rony-sous-Bois et particulièrement dans la salle des zouaves. Alors qu'est-ce que c'était des zouaves? C'était donc en 1830, le 1er octobre, a été constitué des régiments pour que les Français allent en Algérie. Je dirais envahir l'Algérie. Et donc on s'est allié avec une tribu kabyle, des guerriers, qui s'appelaient les Béni-Zouawa. Mais ça, c'est un terme qui était trop long à dire pour les Français. On les appelait les zouaves. Azoflaouen, bonsoir à toutes et à tous. C'est avec un immense plaisir et beaucoup d'émotion que je vous accueille ce soir en ce lieu symbolique et tant attendu. Dans les bataillons d'infanterie de Zouave. Zouave, qui est l'altération du nom de la tribu kabyle des Zayet Zouawa.
Tout d'abord, voici un bref rappel historique sur l'immigration berbère en France et plus particulièrement en Alsace. Mal connue, l'immigration berbère est la plus ancienne immigration d'Afrique du Nord en France. Elle a commencé dès la fin du XIXe siècle en 1871 dans les bataillons d'infanterie de Zouave. Zouave, qui est l'altération du nom de la tribu kabyle des Yayet Zouawa. L'immigration de main-d'œuvre voulue par le patronat français a commencé en 1906, période où les Berbères sont venus en France par vagues successives. En 1939-1945, ils participent brillamment à une opération offensive en Alsace, notamment en Mulhouse et dans la région de Colmar. Offensive au cours de laquelle ils ont perdu une grande partie de leur effectif. الشعب الجزائري الذي أسس سنة 1936 وهو كان نواته في نجم شمال افريقيا، شمال افريقيا يعني المغرب العربي. فكان طبعا سنة 36 عندما أسس رئيسه هو مصالي الحاج رحمه الله، وهو أول من طرح من ذكر كلمة استقلال في الحركة الوطنية الجزائرية، لأنهم الآخرون يتحايلون. هو قال الاستقلال ويكفي أنني ألخص كل مطالبه الهوياتية التي كنت قد تحدثت عنها في سياق آخر. يقول الجزائر وطننا، الإسلام ديننا، العربية لغتنا، لا توجد هوية غير هذه الثلاث أمور التي تكون الهوية التي تجعل الجزائر يقول للفرنساوي أنت أنا وإياك عن أوراق واحدة، لكن أنت تصلي يوم الأحد أنا أصلي يوم الجمعة، أنت عندك صليب أنا عندي. إذن الزيت وماء لا يلتقيان إلا الأبد، في الآخرة لا يلتقيان، واحد للجحيم واحد للجنة للنعيم.
Et c'était très dur, hein. Jamais été, il ne faisait pas de cadeaux, ça il faut le reconnaître. N'oublions pas d'autres chefs de la Révolution hein, qui ont été éliminés, comme Rieder, comme Krim, Sam. Tous ces gens ont été éliminés, certains ont été éliminés physiquement. Alors je ne dis pas que Boumediene lui-même, mais c'est quand même lui qui était le patron. في ما يسمى الجرائم السياسية أو تصفية المعارضين أظن ما ينسب لبومدين مبالغ فيه. كريم بالقاسم رحمه الله كان واحدا من كبار القادة الجزائريين، لكن كان عنده حسابات مع آخرين. ما ننساوش أنه كريم بالقاسم هو اللي قام بقتل بناي والي وواحد من أنصار مصري الحاج في منطقة القبائل. إذن هناك قضايا دم موجودة بينه وبين آخرين. لا أتهم أحدا، ولكنني أقول أن من يتهمنا بومدين عليهم أن يقدموا الدليل. ماهوش كي نقولوا هذا بومدين ماهوش وطني ولا ما يحبش وطنه، ولكن هذا هو بومدين. لم يكن ملف الاغتيالات السياسية في عهد بومدين ملفا داخليا صرفا، بل لعب العامل الخارجي فيه دورا ملحوظا. فمواقف بومدين خلال حرب 1967 أطلقت سفارات الإنذار في إسرائيل وفق ما نقله الكاتب الإسرائيلي مايكل لاسيكار استنادا إلى وثائق من الأرشيف الإسرائيلي. ففي برقية صادرة من سفارة إسرائيل ببون في ألمانيا وموجهة إلى الخارجية الإسرائيلية بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1967 ومصنفة سري للغاية، جاء أنه في أعقاب عام 1967 وفي ضوء دعوة بومدين القوية لحل عسكري لقضية فلسطين، أخذت إسرائيل في متابعة ورصد جماعات المعارضة التي تحاول الإطاحة بحكم بومدين. وفي برقية سرية أخرى صادرة من باريس في 21 من ديسمبر سنة 1967 وموجهة إلى الخارجية الإسرائيلية ورد: أذن الموساد لأرييل ليفين من سفارة إسرائيل في باريس بعقد سلسلة من الاجتماعات عبر قناة خلفية مع الحركة الديمقراطية للتجديد في الجزائر وبمساعدة من كورت إدمون، وهو يهودي فرنسي حافظ على روابط خاصة مع الاستخبارات الفرنسية وكان مقربا من هذه الحركة. وبتاريخ 9 سبتمبر من سنة 1969 وردت برقية سرية صادرة من شخص يدعى ليفين بباريس إلى الخارجية الإسرائيلية، جاء فيها: في عام 1969 أراد كورت أن يقدم إلى الإسرائيليين شخصا يدعى مراد لم يقع الكشف عن اسمه الكامل. عمل خلال الثورة تحت إمرة كريم بالقاسم في الحكومة المؤقتة، وهو الآن يعمل على زعزعة النظام الجزائري. وقد كان مراد يرغب في الحصول على أسلحة ومتفجرات من إسرائيل. لئن لم يرد في محاكمة كريم بالقاسم من طرف السلطات الجزائرية في وهران بتاريخ 24 من مارس سنة 1969 أي إشارة إلى علاقة إسرائيل بالمعارضة الجزائرية، فقد بدت هذه السلطات متأكدة من ضلوع CIA بناء على معلومات دقيقة. ففي برقية سرية من السفارة الأمريكية في الجزائر وموجهة إلى الخارجية الأمريكية بتاريخ 14 من أبريل 1969 جاء أن الحكومة الجزائرية لا يساورها أي شك في صحة هذه الاتصالات من قبل مجموعة معارضة مع وكالة المخابرات المركزية ومع غيرها من الأمريكان، خاصة وقد كانت مدعمة بتفاصيل الزمان والمكان.
Effectivement, c'est bien de le souligner. C'était donc un colloque en 2005 que nous sommes rencontrés sur l'histoire en commun, une grande histoire en commun des Juifs et des Berbères, puisque majoritairement les Juifs venus du Maghreb, donc les Juifs séfarades, sont pour 95% d'entre eux des Berbères. Et effectivement, notre histoire, les Berbères sont le plus vieux peuple du bassin méditerranéen. Ils sont naturellement antérieurs à l'arrivée des Arabes sur le territoire de ce qui est aujourd'hui le Grand Maghreb, et ils ont une langue, ils ont une écriture, ils ont un patrimoine culturel, ils ont aussi une pratique religieuse qui est très séculaire et qui est assez œcuménique, puisqu'ils ont d'abord été juifs. La tribu des Djerawa, qui était celle de la princesse Kaïna, qui était une berbère juive, a beaucoup marqué aussi notre histoire, y compris notre éducation. Ensuite, pour des raisons aussi que chacun connaît dans l'histoire, où les juifs ont été persécutés, certains se sont convertis au christianisme, et donc les berbères ont aussi hérité d'un grand penseur, en la personne de saint Augustin. Donc vous voyez que c'est un peuple extrêmement divers, complexe, et qu'on ne peut pas le réduire d'abord à ce qu'il n'est pas. Les Arabes sont un grand peuple et je les salue, mais les Berbères ne sont pas des Arabes. C'est comme ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les livres d'histoire. Et ce citoyen d'un pays, comme moi je le suis en France, eh bien, avoir une double culture, être berbère, être franco-berbère, ça a du sens. Ça a du sens pour la République française, ça a du sens aussi pour les valeurs qui sont celles que ma communauté et ma mère, mes parents m'ont inculqué, et puis ça a du sens aussi dans l'esprit que je veux développer avec mes concitoyens. Moi qui suis engagée politiquement, je me sens aussi extrêmement solidaire du combat des Juifs. J'ai l'impression, enfin je n'ai pas l'impression, je suis convaincue que c'est mon combat. J'ai le sentiment, quand un Juif est insulté et tué, parce que malheureusement c'est souvent aussi le cas maintenant, alors j'ai l'impression que c'est un membre de ma famille aussi qui est tué, qui est touché. Et ça, je ne le veux pas. Je ne le veux pas pour ma famille, je ne le veux pas pour mon pays. Je vais passer la parole à Areski Bakir, membre de l'association des Kabyles de France. Les Kabyles de France sont disponibles pour vous aider dans ce combat. D'ailleurs, c'est le combat qu'on mène en direction des Kabyles qui sont en France, pour justement les extraire au communautarisme arabo-musulman notamment. On leur tient un discours républicain, laïque, qui permettra, je l'espère, de faire d'eux des vrais citoyens français qui apporteront quelque chose à ce pays. Voilà. Ils sont souvent considérés comme des Arabes, des musulmans, sont invisibles dans le paysage politique. Malheureusement, c'est peut-être de notre faute. C'est vrai qu'il y a à peu près 1 million de Kabyles ou de Français d'origine kabyle en France. On n'en entend pas parler, mais il y a peut-être une raison. C'est parce que c'est des gens qui, sont totalement intégrés et ne posent aucun souci, tout simplement. Ce que je voulais dire, c'est que beaucoup de Kabyles, notamment les jeunes Kabyles, sont victimes de l'islamisation dans les banlieues. Eux, dont les parents ont souvent fui l'islamisation en Algérie, la retrouvent ici dans les banlieues, donc on le regrette. Et je pense que c'est lié à la démission des autorités françaises qui ont renoncé à appliquer les valeurs républicaines. Et on le regrette vraiment. C'est nous, associations quasi communautaires, qui sommes obligés de défendre les principes républicains en direction de ces populations-là pour tenter de faire en sorte qu'ils deviennent des citoyens. Ça, je le regrette aussi. Et donc, on est là pour défendre les mêmes valeurs que vous, notamment la laïcité. Nous demandons à la France d'appliquer les valeurs et les principes républicains, de les appliquer fermement et sans complexe. Nous, les Kabyles de France, on ne demande pas la création de mosquées. On souhaite plutôt que l'école républicaine transmette les valeurs qui sont celles de la France, valeurs républicaines, laïques. Et puis nous demandons bien sûr que l'école valorise l'identité française et son histoire pour qu'on puisse les partager ensemble. Voilà, je vous remercie. Je disais donc à Boudiaf
l'identité algérienne est composée et de l'islam, et de l'arabité, et de la mazérité, donc de la berbérité, etc. Il m'a dit ceci, le vrai militant, il avait 72 ans, le vrai militant, il m'a pris en défaut. Il m'a dit, depuis quand tu connais une chaise qui fonctionne sur 3 pattes, et la francéité, elle ne fait pas partie de notre identité, c'est lui qui a eu le courage d'intégrer cette donnée-là. Nous parlons en français, nous écrivons souvent en français, une bonne partie de nos institutions fonctionnent en français. Aucun intellectuel, en dehors de Kateb Yassine, qui a dit c'est un butin de guerre, je crois, n'a osé revendiquer cette partie-là. Si je devais délivrer un message de mort, hein, avant de mourir, quoi, un testament, c'est la haine des religions. Voilà. Je crois que ce qui a esquinté le monde, et ce qui m'a esquinté à moi, et ce qui vous esquinte à vous, et ce qui esquinte tout le monde, c'est les religions. Attention à ça, attention à ça. Faites bien attention à ça. Et alors, debout, il n'y a pas de bon Dieu, il n'y aura jamais un seul bon Dieu. Hein? Et s'il y en a un, c'est vous, mais alors debout. Ce qui nous choque, c'est le fait qu'on dénie le droit à Israël d'exister. Je pense qu'Israël est tout à fait disposé à prendre langue avec tous les pays arabes qui le reconnaissent. Voilà, y compris les Palestiniens. Maintenant, si, tant qu'il n'y a pas cette reconnaissance, il n'y a pas ces garanties au droit à l'existence d'Israël, je pense qu'il n'y aura pas de changement d'attitude de la part de celui qui est menacé de mort. Écoutez, moi mon rêve, c'est que le peuple kabyle et la nation kabyle, la Kabylie, accèdent à un statut majeur. Notre venue ici a aussi été motivée par le fait que, par un rêve, celui de voir en Israël comment pourrait être la Kabylie d'ici 10 ans, 15 ans. Vous inspireriez directement sur Israël nous inspire sur son ouverture, son pluralisme, sa modernité et son investissement dans la recherche et la technologie, plutôt que dans l'intégrisme et le fait d'aller à la mosquée. Vous l'avez dit tout à l'heure, les Kabyles sont un peu le nouveau peuple juif. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, nous considérons, pas que nous considérons, nous trouvons autour de nous pratiquement 50% des noms de lieux et de noms de famille comme étant juifs. Hein. Donc il est certain que la judaïté a existé il y a un certain temps en Kabylie. Je peux le dire et je lance un appel à partir de ce moment pour que la Kabylie reste unie et fasse en sorte que sa voix s'entende à travers les 4 coins de la planète. On a un nouveau président en France. Est-ce que vous pensez que ça peut aussi peut-être vous donner davantage de tribunes publiques, de moyens de communication, même un appui politique peut-être? Nous avons espoir que le nouveau président et le nouveau gouvernement soient sensibles au fait que l'héritage colonial, c'est-à-dire les frontières héritées de la colonisation, ne soient plus des carcans dans lesquels le jacobinisme puisse sévir contre les identités, contre la liberté des peuples. Son destin, surtout que la Kabylie est un bastion de la francophonie. Et si la France perd la Kabylie, elle ne perdrait pas que cette partie du territoire algérien, elle ne perdrait pas que l'Algérie, elle perdrait toute l'Afrique du Nord, dont la Kabylie est le pivot. L'existence de cet État est totalement injustifiée. Maintenant, il faut analyser les choses plus en profondeur. Dans la Torah, c'est écrit qu'au moment de la destruction du second temple, Dieu, du fait de la haine gratuite qui régnait entre nous les Juifs,
Il existait une haine gratuite entre nous et Dieu avait décidé de nous exterminer totalement. Au lieu de nous exterminer totalement, il a dit « Je vais détruire le second temple de Jérusalem et je vais vous exiler parmi les peuples, parmi les nations du monde. » À partir de là, jusqu'au temps du Mashiach, c'est-à-dire du Messie que nous attendons, que tous les Juifs attendent, il n'est plus question de dire nous avons un idéal que le peuple juif revienne en terre d'Israël. C'est totalement absurde puisque la condition pour que Dieu annule son décret d'extermination était que vous acceptiez, avec amour d'ailleurs, le fait d'être exilé. Et Dieu nous a promis, si vous vous comportez comme je vous le demande, il ne vous arrivera rien parmi les goïms. Goïms, ça veut dire parmi les nations. Non seulement vous vivrez bien, mais vous vivrez encore mieux que les goïms.